Bonjour chers élèves, donc heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la série des révisions. L'objet d'aujourd'hui c'est le chapitre cinétique chimique. Donc je vais essayer de rappeler l'essentiel de ce chapitre. Ensuite, on va appliquer ceci dans un exercice d'application. Bien, qu'est-ce que c'est que la cinétique chimique? Très simple, je vous pose la question suivante. Pourquoi vous mettez des éléments dans le réfrigérateur? Pour quelle raison on met les éléments dans le réfrigérateur? La réponse, pour éviter qu'ils se décomposent. Ça veut dire pour ralentir leur vitesse de décomposition. Et si on veut les conserver pour un temps assez long, on va les mettre où? On va les mettre à une température beaucoup plus faible, c'est-à-dire dans un congélateur. Et donc la température, c'est un facteur cinétique de la réaction chimique. Donc vous voyez, donc la cinétique chimique, c'est tout simplement suivre l'évolution d'une réaction chimique en fonction du temps. Donc voilà, donc le but de la cinétique, c'est bien sûr donc suivre en fonction du temps une transformation chimique. Et en général, le but c'est quoi? C'est d'écrire le bilan de la réaction chimique, déterminer les quantités de matière des différentes espèces qui interviennent dans la réaction à l'état initial, ensuite au cours de l'évolution et à l'état final. Donc voilà l'objectif de la cinétique chimique ou bien du suivi d'une réaction chimique. Par quoi déterminer ou bien par quelle manière ou par quelle méthode on va suivre cette réaction? Eh bien, on va voir qu'il y a des méthodes physiques et des méthodes chimiques. Très bien. Donc, quels sont les facteurs cinétiques qui influent sur la réaction chimique? Voilà ce qu'il faut savoir sur ce chapitre. Souvent, on vous pose des questions de cours. Citez les facteurs cinétiques. Donc, je viens d'expliquer. Un, c'est la température. Plus la température est élevée, plus la décomposition va être rapide, donc la vitesse va augmenter, la vitesse de la réaction. Et plus la température est faible, plus la vitesse de décomposition va être faible. Vous avez un deuxième facteur. C'est quoi? C'est la concentration initiale des réactifs. Donc si on a un grand mélange au départ, vous avez une forte probabilité que les atomes de réactifs s'interagissent entre eux et donc on a une bonne probabilité d'avoir une réaction chimique. Donc la concentration initiale, plus cette concentration est grande, plus la vitesse de décomposition va être très grande. Donc la décomposition va être rapide, la cinétique va être rapide. Et un troisième facteur, on utilise des catalyseurs. C'est quoi un catalyseur? C'est tout simplement une espèce qui permet d'accélérer la réaction sans être consommée. C'est-à-dire, il est passif dans la réaction chimique. Donc souvent on fait des préparations à la cuisine, on ajoute un petit chouïa de quelque chose à un mélange pour que le mélange cuit rapidement. Donc vous connaissez ces pratiques dans la cuisine. Ça c'est ce qu'on appelle des catalyseurs. Ça permet d'augmenter la vitesse de la réaction, mais il n'intervient pas dans tout ce qui est nombre de moles, état initial, état final et ainsi de suite. D'accord? Bien. Deuxième chose qu'il faut connaître dans la cinétique chimique, c'est ce qu'on appelle la vitesse volumique de réaction et le temps de demi-réaction. Donc par définition, la vitesse volumique, c'est tout simplement 1 sur le volume de la réaction, donc le volume de la réaction chimique, multiplié par la dérivée de taux d'avancement par rapport au temps. Donc son unité va être bien sûr X, c'est en mol, le volume c'est en mètres cubes, donc ce sera M-3 parce qu'il est dans le dénominateur et seconde moins 1 parce qu'il est dans le dénominateur. Donc vous voyez que la vitesse c'est 1 sur le volume multiplié par d de x sur d de t. Or, si on oublie par exemple le terme 1 sur v, et on vous donne la courbe, comment évolue le taux d'avancement en fonction du temps, comment déterminer la vitesse. Vous avez deux méthodes. Soit graphiquement, si on vous donne le graphe, par exemple, voilà le suivi d'une réaction chimique et on vous demande de calculer la vitesse à l'instant t égale à 4 par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la tangente à la courbe au point
t égale à 4. Et bien sûr, d de x sur d de t, c'est la pente de cette courbe tout simplement. C'est delta x sur delta t. Donc on prend bien sûr des points bien particuliers. Donc vous tracez cette tangente-là et choisissez deux points qui apparaissent clairs sur la courbe. Et d de x sur d de t, c'est égal à delta x sur delta t. Dans ce cas par exemple, delta x, ça sera 20 et quelques moins 10 sur 8 moins 0. D'accord? Donc c'est ça la première méthode. Deuxième méthode, si on vous donne par exemple un tableau où il y a xi et ti, tout simplement on va faire la vitesse à l'instant ti, c'est xi plus 1 moins xi moins 1 sur 2 delta t. Donc c'est la même méthode qu'on utilise en mécanique pour déterminer la vitesse instantanée. Donc si on vous donne une courbe, c'est à partir du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point qu'on vous demande de calculer la vitesse. Si on vous donne un tableau, c'est tout simplement xi plus 1 moins xi moins 1 divisé par 2 taux. Taux, c'est le temps entre xi moins 1 et xi plus 1. Bien. Deuxième remarque concernant cette tangente, j'ai tracé la tangente à t égale à 0, la tangente à t égale à 4, et puis la tangente égale à 8. Vous voyez bien que la pente, coefficient directeur, elle est très fort ici, elle diminue là, et là elle tend vers 0. Je vous rappelle que le coefficient directeur, donc je vais prendre le pointeur, si vous avez une droite comme ça, le coefficient directeur, c'est cet angle-là, cette tangente, cet angle-là. Vous voyez bien que ça c'est le maximum, coefficient directeur maximal, cette droite, donc elle diminue, et après elle tend vers 0. Et comme la vitesse elle est proportionnelle à son coefficient directeur, on déduit donc que la vitesse est maximale à t égale à 0 et elle diminue au fur et à mesure que le temps de la réaction augmente. Et bien sûr à la fin, on va tendre vers un état final, un état d'équilibre final. D'accord? Donc voilà. Deuxième point à connaître, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Donc par définition, le temps de demi-réaction, c'est le temps qui correspond à un taux d'avancement égal à x final sur 2. Donc on vous donne une courbe. Vous cherchez par exemple ici x final c'est 20, je cherche 10 et je cherche le temps correspondant. Donc dans notre cas ici, t1 demi, ça sera égal à 4. Notez bien, une remarque. t1 demi n'a rien à voir avec le temps final divisé par 2. D'accord? Vous voyez ici le temps final. Donc, par exemple, on suppose la réaction est terminée ici, c'est 12. La moitié de 12, c'est 6. Donc, ça n'a rien à voir avec T1 demi. Donc, T1 demi, c'est le temps au bout duquel le taux d'avancement est égal au taux final divisé par 2. Si la réaction n'est pas totale. Si la réaction est totale, c'est X max divisé par 2. D'accord? Donc, j'ai bien mis ici en jaune. Temps de demi-réaction est différent de T final divisé par 2. C'est le temps qui correspond au cas où le taux d'avancement est égal à x final sur 2. Bien. Donc, on va parler des méthodes de suivi d'une réaction chimique. Donc, vous avez deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle des méthodes chimiques. Pourquoi on l'appelle méthode chimique? Tout simplement parce que la détermination de la concentration et par conséquent du taux d'avancement repose sur une réaction chimique. Et vous avez deux cas possibles. Soit vous faites une réaction chimique dans un bécher et on fait un prélèvement à t égale à 0 et on fait un dosage, on détermine le nombre de moles à t égale à 0. Ensuite, on laisse le mélange réagir, on fait un deuxième prélèvement à 2 minutes près, à 2 minutes bien sûr après. On trempe dans la glace et on dose, donc on va déterminer le nombre de moles après 2 minutes. Ensuite, on fait un autre prélèvement à t égale à 6. On trempe, on fait un dosage et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi on trempe dans la glace, à votre avis? Pourquoi? Pour arrêter la réaction chimique. Parce qu'on a dit la température est un facteur cinétique. Donc, si on met le mélange dans la glace, on va arrêter la réaction le temps de faire le dosage. D'accord? Mais vous avez une deuxième méthode, c'est quoi?
C'est ce mélange réactionnel, on va le partager par exemple en deux béchers à T égale à 0. Ensuite, à T égale à 0, on fait le dosage de ce bécher-là. Celui-là, on va attendre juste 2 minutes, puis on fait le dosage. Donc, on va déterminer le temps d'avancement à 2 minutes. On va attendre 4 minutes et on va doser ce bécher. T égale à 6 minutes et ainsi de suite. Donc, on peut déterminer taux en fonction du temps. Quel est l'inconvénient de la méthode chimique? C'est qu'elle nécessite une grande quantité de matière. Et c'est une méthode indirecte, c'est-à-dire c'est pas continu. On fait un dosage, on arrête, on fait un dosage. Donc on a des points discontinus. Donc c'est une technique qui est discontinue. Mais elle est nécessaire lorsque, par exemple, la méthode physique n'est pas possible. La deuxième méthode, bien sûr, c'est la méthode physique. Qui dit la méthode physique dit tout simplement qu'on peut suivre l'évolution du taux d'avancement en fonction du temps grâce à une grandeur physique. Par exemple, mesure de la conductivité, de la pression, qui est l'objet de cette vidéo-là, et par la mesure de pH. Par exemple, la pression, on va mélanger ici un mélange réactionnel à T égale à 0, on ferme dans un volume V, et on va mesurer la pression. Et bien sûr, ceci est possible si le taux d'avancement, c'est une fonction de la pression. Ça veut dire la connaissance de la pression vous permet directement de déterminer X. Donc vous voyez qu'on fait un suivi direct et on n'a pas besoin de trop de matériaux. D'accord? Donc chaque fois que la méthode physique est bien sûr disponible, on va l'utiliser, on l'utilise pour suivre la réaction chimique. Donc voilà grosso modo ce qu'il faut savoir dans le chapitre du suivi des réactions chimiques. Donc maintenant je vais traiter un exercice complet sur le suivi d'une réaction chimique par la mesure de la pression. Et je vais vous indiquer quels sont les pièges à ne pas, ou bien les erreurs à ne pas commettre lorsque vous travaillez avec la pression. Bien, donc voilà l'énoncé de l'exercice qui est bien sûr disponible dans la description. Vous pouvez télécharger ce format PDF. Donc on vous dit que le pentaoxyde de dioxyde d'azote N2O5 se décompose aux températures à 160 degrés suivant la réaction suivante. Quelle est la réaction, comment on va aborder la réaction? Donc dans un récipient, on va mettre de 12 litres, initialement vide, on va introduire ce matériau, le pentaoxyde de diazote, et on le porte rapidement à 160 degrés. Ça veut dire que pourquoi on dit rapidement, ça veut dire à T égale à 0, on va considérer que la pression est égale à la pression atmosphérique 1 bar, qui est 10 puissance 5 pascal. On va voir pourquoi on vous donne 10 puissance 5 pascal. Le gaz est ensuite maintenu à température constante. C'est très important cette information. Donc ça veut dire on garde la température constante et on suppose qu'à cette température, la décomposition commence, c'est-à-dire la réaction chimique démarre. Et donc, on va suivre le taux d'avancement par la mesure de la pression. On vous dit quelques informations. Dans les conditions considérées, on va considérer ce gaz comme un gaz parfait. On vous dit que pour un gaz parfait, la température elle est en Kelvin. Donc c'est très bien, c'est gentil, on vous donne les informations. Pardon. La pression en pascal, le volume en mètres cubes, et tout ça ils sont liés par l'équation de gaz parfait, PV égale nRT. R, c'est une constante de gaz parfait. Par ailleurs, la température en Kelvin, c'est la température en degrés C plus 273. Question classique, calculer la quantité de matière initiale du pentaoxyde de diazote introduit dans le récipient. Compléter le tableau descriptif de l'évolution qui est donné dans la page suivante en fonction de N0, c'est-à-dire le tableau d'avancement tout simplement. Expliquer pourquoi la pression augmente dans les récipients au cours du temps, soit la fonction T qui fait correspondre Y de T tel que Y c'est la pression divisée par la pression initiale, c'est-à-dire la pression à l'instant T divisée par la pression T égale à 0, on vous dit d'exprimer Y en fonction de N0 et de X. Donc vous voyez que la mesure de la pression va donner directement le taux d'avancement. Quelle est la valeur maximale Y max près par Y?
calculer la valeur y1,5. Donc au lieu de parler du x1,5, ou x max, on va parler du y max, y1,5. Donc on va voir qu'il y a une relation entre y et x. Grâce à un dispositif approprié, on a relevé la valeur du y au cours du temps. Donc voilà, compléter le tableau suivant. Donc c'est un tableau qui va venir dans la page suivante. Donc ça c'est le tableau d'avancement de la question 2. On donne le graphe dans le document qui va suivre, définir la vitesse de réaction, exprimer la vitesse volumique en fonction de y, n0 et v, et déterminer graphiquement la vitesse à l'instant t égale à 5 secondes. Vous voyez, c'est un exercice complet sur le suivi de la réaction. Donc on va établir le tableau d'avancement, déterminer le nombre de moles initial, un instant t, un instant final, voir comment on peut lier la pression au taux d'avancement, et par conséquent la mesure de la pression permet de remonter directement à la mesure du taux d'avancement, et on va voir comment déterminer graphiquement la vitesse. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, pardon. On va donc aborder la réponse. Mais comme d'habitude, de préférence de bloquer la vidéo ici, essayez de répondre à la première question avant de regarder la solution et suivre avec moi la vidéo pas à pas. Donc, pardon, l'énoncé n'est pas encore fini. Donc voilà le tableau qu'on vous demande de compléter. Donc voilà la courbe qui est donnée. Ensuite, donner une interprétation microscopique de l'évolution de la vitesse de réaction au cours du temps. Voir pourquoi il diminue au cours du temps. Et enfin, on vous dit, à t égale à 170 degrés, le temps de demi-réaction est égal à 2,5. À cette température, essayez de tracer l'allure de y en fonction du temps sur cette courbe-là. Ce qui va être au-dessous, au-dessus, et ainsi de suite. Et donner la raison. Très bien. Donc allons-y donc pour la correction. Calculer les quantités initiales de pentaoxyde de diazote. Toujours noter les données dans une feuille à côté, c'est très important. Donc là, on veut déterminer le nombre de moles. Bien sûr, on vous parle d'un gaz parfait. Il faut tout de suite penser à la relation PV égale nRT. Très très important. La pression, c'est en pascal. Le volume, je les mets en rouge en mètres cubes, parce que c'est une erreur classique. Souvent dans l'énoncé, on vous donne le volume en litres, mais il faut absolument le transformer en mètres cubes, parce que R, il est défini en mètres cubes. Cette constante-là. N, bien sûr, c'est le nombre de moles. J, c'est joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et la température, c'est en Kelvin. Très bien. À l'état initial, on nous dit que le volume de récipient, c'est 12 litres. Bien sûr, si on met un gaz dans un récipient, le gaz va occuper tout le récipient. Tout de suite, le transformer en mètres cubes. Donc 12, 10, moins 3. La pression dans la loi des gaz parfaits, elle est en pascal. Donc pourquoi on vous dit un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Et bien sûr, la température 160, il faut la transformer en Kelvin. Donc il faut ajouter 273. La température en degrés C, en Kelvin, c'est la température en degrés C plus 273. R, bien sûr, c'est une constante. Et voilà, il est en pascal, mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Donc voilà l'unité de R, et non pas celle-là. Pourquoi je note ça? Donc mais c'est la même chose. Hein. Pascal, mètre au cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc donc, bien sûr, le nombre de moles à l'état initial, on a tout maintenant. Il suffit de faire d'application numérique. Vous avez N0, c'est P0 fois T, soit T0, P0 fois T sur, qu'est-ce que c'est? P fois V, là. Fois V, P fois V est égal à N0T, donc R est égal à P fois V, vous les mettez les constants, sur R fois T. Vous faites l'application numérique, ça va vous donner 0,33 moles. Donc, désolé, donc ça c'est P fois V, bien sûr, le volume il est constant, donc initial ou final c'est le même, donc P0 fois V, c'est N0R fois T0, T à la température initiale, qui est 433, et donc N0, c'est P0 fois V sur R fois T0. Donc le volume V0 il est là, donc V ou V0 c'est la même chose, il est constant au cours du temps. R c'est une constante, T0 c'est donné, P0 c'est donné, faites l'application numérique et ça va vous donner 0,33. Donc ça c'est classique. Seule chose
C'est une erreur très classique dans ce type d'exercice. On oublie de transformer le volume en mètres cubes. On le laisse en litres. Faites attention, l'unité de volume dans le système international, c'est le mètre cube. Bien, deuxième question, on vous dit de compléter ce tableau. Donc là, c'est classique, vous mettez ici n0, ici 0, 0, ici n0 moins 2x, parce qu'on a le facteur 2, ça vous le savez maintenant très bien. Ici, on va avoir 4x, ici x. Et à l'état max final, bien sûr, quand le dioxyde est complètement décomposé, on va voir ici 0, ça veut dire n max est égal à n0 sur 2, ou bien x max c'est n0 sur 2. Donc ici 2 fois n0, d'accord, donc x max est égal à 2 fois n0, parce que x c'est n0 sur 2, vous multipliez 4 par n0 sur 2, ça va vous donner n0, et ici x max, ça sera n0 sur 2. Donc à l'état final, vous allez voir 4x max et x max. Très bien, d'accord? Je répète, x max, c'est lorsqu'on n'a plus de dioxyde, on n'a plus le composé est complètement, le gaz est complètement décomposé en NO2 et O2. Ça veut dire ici le nombre de moles à l'état final du produit, c'est 0. Donc N0 égale à 2x, ça veut dire x égale N0 sur 2. On remplace x par N0 sur 2, on a N0, N0 sur 2. Et voilà une case qu'il faut absolument ajouter dans... Pourquoi j'ai mis une flèche ici? Et vous allez comprendre de la suite pourquoi. Il faut mettre le nombre total du gaz. Ça, c'est très important. Et je vais expliquer pourquoi dans la question suivante. Ici, le nombre total, j'ai... Parce que les trois, soit les produits, soit les réactifs, sont tous des gaz. Donc, vous avez ici N0 uniquement. N2 au 5, mais à l'instant T, vous avez N0 moins 2x plus 4x plus x, ça sera N0 plus 3x. Et à l'état final, vous avez 2N0 plus N0 sur 2, donc 5N0 sur 2. Je répète, c'est très important cette colonne de la mettre quand vous travaillez avec des gaz dans un récipient. Et vous allez comprendre pourquoi dans la question suivante. Question suivante, on nous dit expliquer pourquoi la pression augmente dans le récipient au cours du temps. Si on veut expliquer que la pression augmente, soit la pression augmente par quelle manière? Soit d'augmenter N, soit d'augmenter la température, soit de diminuer le volume. Ici le volume il est constant, la température elle est constante, R c'est une constante, donc il faut tout simplement montrer dire que le nombre de moles a augmenté en fonction du temps, d'après la réaction suivante, donc la pression augmente. Donc c'est très simple. Je vois dans le tableau suivant, vous voyez que à la fin de la réaction, j'ai 5N0 sur 2 de gaz. À l'état initial, j'ai N0. Donc ici, 5N0 sur 2 est supérieur à N0. Donc le nombre de moles de gaz à l'état final est supérieur au nombre de moles de gaz à l'état initial. Donc je peux répondre tout de suite et dire que la pression augmente. Maintenant, je vais expliquer un peu plus. C'est ce qu'il faut savoir dans ce type de question. Vous avez un gaz qui est rempli dans un récipient. Quand on parle de la pression, c'est la pression dans la bouteille. Quand on parle du nombre de moles, c'est le nombre de moles total. Donc un gaz, on ne peut pas faire la différence entre O2 et NO2 ou bien le premier. Tous les produits et les réactifs sont sous forme de gaz. Donc quand on écrit PV égale nRT, ce qu'on entend par N, c'est le nombre total. C'est pourquoi il faut le mettre dans le tableau précédent. C'est le nombre total de gaz et non pas, par exemple, juste des réactifs ou des produits. Et bien sûr, notez bien que le volume est constant, la température est constante, ça veut dire RT sur V c'est une constante. Donc le seul paramètre qui varie dans cette relation, c'est le nombre de moles. Donc si on montre que le nombre de moles augmente, la pression bien sûr va augmenter. Donc il suffit de dire, car à l'instant T, N0 plus 3x, x est toujours positif, donc N de T, quel que soit T est supérieur à N0, donc, et à l'état final c'est 5N0 sur 2, donc la pression, c'est puisque N total augmente par rapport à N0, donc la pression bien sûr va augmenter. D'accord? Donc voilà, donc comme N total est supérieur à N0, quel que soit T, donc la pression augmente. Donc toujours, hein, comme je dis, n'oubliez pas, si la vidéo vous apprend quelque chose, n'oubliez pas de liker à la fin de la vidéo, de la partager au maximum avec vos camarades
pour que cette vidéo profite au maximum, au nombre maximum d'élèves. D'accord? Et merci, bien sûr. N'hésitez pas aussi à me communiquer vos remarques à la fin de la vidéo. Donc on continue. On vous dit maintenant d'exprimer y en fonction de n0 et de x. Et ça, y, c'est quoi? Y, c'est la pression divisée par P initial. Donc on va écrire juste la pression à l'instant t. C'est le nombre de moles total. Faites attention, c'est le nombre de moles total fois RT sur V. À l'instant initial, c'est N0 fois RT sur V. N'oubliez pas que la température est fixe, le volume est fixe. R, bien sûr, c'est une constante. Donc on va faire le rapport. Par définition, on vous dit Y, c'est P sur P0. Donc je remplace, en simplifiant par RT sur V, ça sera NT sur N0. Or, le nombre de moles à l'instant T, c'est N0 plus 3X, d'après le tableau d'avancement. Le nombre de moles initial, c'est N0. Donc N0 divisé par N0, c'est 1. Et plus 3X sur N0. Donc voilà la relation qu'on nous demande. J'ai exprimé Y en fonction de N0 et de X. Maintenant, quelle est la valeur Y1,5 pris par Y à l'instant de demi-réaction? N'oubliez pas que le temps de demi-réaction, c'est le temps qui correspond à X est égal à X max sur 2. Là, on a une réaction totale. Donc X1,5, c'est X max sur 2. Donc je dois chercher Y1,5. Donc X max, on a dit, c'est N0 sur 2, d'après le tableau d'avancement. Donc si X1,5, c'est N0 sur 4. Et donc, Y1,5, je remplace tout simplement X1,5 par N0 sur 4. Et donc, je vais avoir 1 plus 3 fois 1 quart qui me donne 7 sur 4. Bien sûr, n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de pression. Donc, Pascal divisé par Pascal n'a pas d'unité. D'accord? Donc, Y1,5 est égal à 7 quarts. Maintenant, on nous dit de compléter ce tableau-là. Il manquait bien sûr cette case-là et cette case-là à partir de ce diagramme-là. Donc là, il suffit de voir à t égale à 0, voilà, y est égal à 1. Donc je vais compléter ici par 1. Et à t égale à 2,5, donc 2,5, voilà 2,5. 2,5, c'est ici. Donc c'est 1,5 et non pas 2,5. Donc t égale à 2,5. Ah, t infini, pardon, c'est pas 2,5. T infini. Donc c'est l'infini que je raconte, c'est t égale à l'infini. Et bien sûr, t infini, vous voyez bien, voilà ce point-là. Et ce point-là, c'est 2,5. Donc voilà, c'est 2,5. Très bien. Maintenant, imaginez que c'est ça x. Ça c'est x, t et ça c'est x. On vous a donné ce tableau et on vous a demandé, par exemple, calculer la vitesse de réaction à t égale à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire x i plus 1, c'est-à-dire 2,31 moins x i moins 1, 1,37, divisé par delta t. Delta t, c'est 15 moins 7,5. C'est ça la deuxième méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais à condition que ce soit ici t en fonction de x. Donc pour déterminer, là je peux déterminer bien sûr la vitesse directement. Je peux déterminer d de y sur d de t. Par exemple, pour déterminer d de y sur d de t à partir du tableau à l'instant 10, je fais tout simplement 2,31 moins 1,97 delta y divisé par delta t. 15 moins 7,5. D'accord? Bien, on continue. Donc, question suivante, c'est définissez la vitesse volumique de réaction. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est 1 sur V d de x sur d de t. Bien sûr, V, c'est le volume de réaction. X, c'est le taux d'avancement. Donc, exprimez cette vitesse en fonction de y, N0, et V, le volume de récipient. Donc là, je dois chercher d de x sur d de t. Donc, exprimer la vitesse V en fonction de la dérivée par rapport au temps de y. Donc, je dois l'exprimer en fonction de d de y sur d de t. Donc, je rappelle d'abord l'expression de y. On vient de le montrer, c'est 1 plus 3x sur n0. Je cherche la vitesse en fonction de d de y sur d de t. Donc, je dois exprimer d de x sur d de t en fonction de quoi? En fonction de d de y sur d de t. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois dériver tout simplement cette fonction-là. Y est égal à cette fonction. Je dérive d de y par rapport au temps et je dérive. Donc, j'ai deux fonctions. Je vais faire la dérivée de celle-là par rapport au temps égale à la dérivée de cette fonction-là par rapport au temps.
Donc d de y sur d de t est égal à quoi? C'est quoi la dérivée de 1? C'est une constante, sa dérivée c'est 0. Et la dérivée de 3x sur n0, 3 sur n0 c'est une constante. Donc il va me rester la dérivée de d de x par rapport au temps. D'accord? Et donc, je cherche d de x sur d de t est égal à n0 fois d de y sur d de t divisé par 3. Donc voilà, fois d de y ici, et l'erreur de frappe, fois d de y. D'accord? D de x sur dt. Maintenant, je vais remplacer d de x sur d de t par sa valeur, et j'arrive à l'expression de la vitesse en fonction de n0, en fonction de d de y sur d de t et de v. Exactement en fonction des paramètres qu'on me demande. Très bien. Maintenant, on nous dit de déterminer graphiquement la vitesse. C'est bien précisé graphiquement, parce qu'on peut le déterminer par le tableau précédent. Graphiquement, la vitesse volumique de la réaction à t égale à 5 secondes. Voilà les étapes à suivre. Donc, c'est quoi d de y sur d de t? Donc, pour déterminer la vitesse, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître d de y sur d de t, parce que n0 sur 3v, c'est une constante. Donc, connaître la vitesse, ça veut dire qu'il faut déterminer ce terme-là graphiquement. D'accord? C'est quoi d de y sur d de t? C'est le coefficient directeur, c'est la pente de la courbe y égale f de t. Ou si vous voulez, c'est la tangente à la courbe y égale à f de t. Donc, à t égale à 5, c'est la pente de la tangente. Je trace la tangente au point x égale à 5, t égale à 5, pardon, voilà, et je détermine le coefficient directeur de cette pente-là. Pour déterminer le coefficient directeur, on prend deux points quelconques, par exemple celui-là et celui-là, et je cherche delta y sur delta x. Donc voilà delta y, voilà delta x. Et je lis par exemple, vous avez ici à peu près 2,4 moins 1,5 divisé par delta x, c'est 10 moins 0. Et donc, je calcule d de y sur d de t, c'est 2,4 moins 1,25 divisé par 10 moins 0. Bien sûr, l'unité c'est quoi? Y n'a pas d'unité, donc ce sera seconde moins 1. Je répète, vous tracez l'équation de la tangente, vous prenez deux points quelconques, celui-là et celui-là, ou bien celui-là et celui-là, la pente c'est constante bien sûr. Et vous cherchez delta de y sur delta de x. C'est tangente cet angle. La pente c'est tangente cet angle. Côté opposé sur côté adjacent. Donc la pente d'une droite, c'est la tangente de l'angle que fait avec l'axe des x. D'accord? Bien sûr, vous pouvez faire un autre calcul. Je vous laisse le soin de le faire et vérifier que c'est à peu près le même. Donc revenez dans le tableau précédent, allez à t égale à 5 et vous faites y ti plus 1, c'est-à-dire le point après 5 et le point avant 5 sur delta t. Et essayez de voir est-ce que c'est exactement 0,2. D'accord? Bien. Maintenant, on connaît V, c'est 1 sur le volume, d de x sur d de t. On a dit c'est n0 sur 3 d de y sur d de t. À partir de la courbe, j'ai calculé d de y sur d de t. n0, on l'a déjà calculé. Le volume, il est constant. Faites l'application numérique, bien sûr. N'oubliez pas de transformer le volume en mètres cubes. C'est très important. Et vous allez trouver à peu près 0,92. L'unité, c'est quoi? C'est mol par mètre cube par seconde. Très important les unités. N'oubliez pas les unités, vous perdez énormément de notes rien qu'en oubliant les unités. Donc ici, l'unité c'est quoi? C'est l'unité de x mol divisé par l'unité de volume mètre cube. L'unité de temps, c'est seconde moins 1. Voilà, je reviens au tableau précédent pour vous expliquer comment on peut déterminer la vitesse volumique. Par exemple, par une deuxième méthode, si on vous pose la question de retrouver la vitesse par une autre méthode, il faut revenir au tableau. Allez à t égale à 5, voilà. Et c'est quoi la vitesse? Donc là, comment déterminer à partir de ce tableau d de y sur d de t? C'est exactement comme ce qu'on fait en mécanique. Donc ça c'est ti plus 1, ça c'est ti moins 1, ça c'est xi plus 1, ça c'est xi moins 1. Donc la vitesse d de y sur d de t, c'est delta y, c'est-à-dire 1,97 moins 1,44, divisé par quoi? 7,5 moins 2,5. Et vous allez trouver exactement 0,1, ce qu'on a trouvé par la méthode des tangentes. Très bien. On continue donc. Question suivante. Donner une interprétation microscopique de l'évolution de la vitesse de réaction. Ça veut dire quoi? Pourquoi la vitesse elle est maximale à t égale à 0 diminue au cours du temps.
Là, il suffit de le justifier physiquement. En fait, au départ, vous mettez un gaz de N2, un gaz quelconque, hein, qui va se décomposer. À l'état initial, vous avez un maximum de gaz, d'accord? Donc vous avez un maximum de molécules de ce gaz. Donc vous avez une interaction, une probabilité qu'une molécule va interagir avec une autre molécule est très grande. Donc la réaction elle est très grande, la probabilité de la réaction elle est très grande. Au fur et à mesure que le gaz se décompose, vous avez la présence d'autres éléments supplémentaires, O2 et l'autre gaz. Donc vous avez la probabilité qu'une molécule du gaz qui se décompose rencontre une autre molécule de même gaz va diminuer au cours du temps. C'est ce qui explique la diminution de la vitesse de réaction. D'accord? Concentration en pentaoxyde de diazote va en diminuant, c'est-à-dire concentration ou bien nombre de molécules par unité de volume. Donc au niveau microscopique, le nombre de molécules diminue dans un volume qui reste constant. Et si le nombre de molécules diminue, ça veut dire la fréquence des chocs entre les molécules va diminuer et par conséquent, la réaction va diminuer. Enfin, on vous dit à T égale à 170 degrés C, ça veut dire supérieur à celle de cette courbe-là, on vous dit que T1,5 est égal à 2,5. À cette température, essayez de tracer l'allure de la courbe en indiquant l'évolution de Y en fonction du temps. D'accord? Donc T1,5 et on vous donne aussi Y1,5. D'accord? Donc voilà, on nous dit à une température de 170 degrés C, donc T1,5 c'est 2,25, Y1,5 c'est 1,75 et tracer l'allure. Bien sûr, Xmax ne va pas changer, d'accord? Donc le point de départ c'est toujours le même, à T égale à 0 on a le même nombre de moles N0, donc la courbe doit démarrer à partir de ce point, va tendre vers cette asymptote et par conséquent, bon j'ai essayé de le tracer, j'ai pas un moyen, et si vous le tracez de façon continue vous, d'accord? Et vous voyez que exactement, donc vous voyez que ici on va atteindre l'équilibre beaucoup plus vite, c'est normal, parce qu'on a travaillé avec une température supérieure à celle de l'expérience qui était faite en 160 degrés. Donc là on a augmenté 10 degrés et on a dit tout au début du chapitre que la température est un facteur cinétique qui accélère la réaction. D'accord? Donc la température augmente, l'agitation thermique augmente, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'agitation thermique? C'est le choc entre les molécules. Donc la fréquence entre les molécules va augmenter et donc la réaction, le choc entre les particules va augmenter et par conséquent l'état final va être atteint beaucoup plus vite. Donc voilà un premier exercice sur la cinétique chimique par la méthode de suivi de la pression. Je vais essayer de faire une autre vidéo par le suivi par la conductivité et un autre par la mesure de pH. Mais le principe, c'est toujours le même, c'est suivre une grandeur physique. J'espère que la vidéo vous a apporté des informations. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas d'ajouter un j'aime à la fin de la vidéo et aussi de la partager avec vos amis. Bonne préparation. J'attends bien sûr toujours vos remarques, quelles que soient, positifs, négatifs. N'hésitez pas à m'envoyer des remarques très bientôt pour d'autres contributions.